Madame, Monsieur, bonjour. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette meilleure des télévisions sur le net. Vous êtes sur WAB Info TV, vous nous regardez à travers le monde. Nous disons bienvenue à suivre cette nouvelle production d'entretien qui reçoit pour aujourd'hui Maître Christopher Mouissa, dont je m'en vais lui dire bonjour et bonne arrivée. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci de nous convier à ce débat. Nous saluons l'ensemble de tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers WAB Info Télévision. La nouvelle sortie médiatique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue à faire couler beaucoup d'encre et salive. Vous le savez très bien. Cela sera notre sujet d'aujourd'hui. On va devoir décortiquer ce que le président de la République a récemment dit au peuple congolais, mais également, Monsieur Christopher, on va parler de l'actualité qui vous a vraiment intéressé durant cette semaine. Que serait-elle? Alors, lorsqu'on parle de l'actualité en République démocratique du Congo, il faut d'abord préciser que le mois de janvier, presque tous les mois de janvier, c'est un mois qu'on dédie beaucoup plus à nos héros nationaux, parce que lorsque vous voyez les dates qui se succèdent, déjà le 2 janvier, nous célébrons la mort de Mamadou Ndala. Nous avions fait toute une émission ici. Ensuite, vous avez le 4 janvier 1959 qui effectivement nous rappelle la journée des martyrs de l'indépendance. Ensuite, vous avez les dates du 16 et du 17 janvier, et successivement Laurent Désiré Kabila assassiné dans son bureau, et ensuite le premier ministre Emery Patrice Lumumba. Et vous avez d'autres événements au cours du mois de janvier, effectivement, qui nous ont poussé à rendre ces mois un mois d'actualité, et moi aussi où nous devons nous rappeler de tous ceux-là qui se sont bâtis bec et ongle pour que le Congo devienne ces pays pour lesquels nous sommes très fiers. Et il y a des sacrifices qui ont été consentis pour que nous puissions aujourd'hui être rappelés des Congolais. Voilà un peu l'actualité qui m'a beaucoup plus marqué, au-delà d'autres actualités sur le plan politique et sur le plan sécuritaire, où nous continuons au courant de ces mois de janvier à compter plus de 150 000 personnes qui se sont déplacées dans les territoires de Massissi et qui sont venues se renforcer dans les camps de déplacés, et cela a créé une certaine détérioration de la situation humanitaire. Christopher Mouissa, je vous rappelle peut-être quand vous parlez de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, je vous rappelle qu'il y a je vais dire un engin explosif qui a tombé aujourd'hui même. C'était à 9h09. Nous sommes à Saké, dans la cité de Saké, près de la ville touristique de Goma. Heureusement, personne n'est décédé, mais il n'y a aucun blessé. Dites-nous, Christopher Mouissa, nous venons de voir une vidéo qui vient d'être virale sur les réseaux sociaux. Il y a les jeunes qui sont en train de dire ça, c'est mortier 67, 82 et qu'on sort. Alors moi, c'est ça qui m'a intéressé dans cette histoire. Je vois les petits garçons de moins de 18 ans sont en train de différencier les enjeux des guerres. Dites-nous, Christopher, qu'en pensez-vous? Alors, ce que moi je pense de cette situation, c'est qu'elle continue à s'aggraver. Et déjà, lorsque vous voyez déjà des civils, des jeunes enfants, adolescents qui commencent déjà à s'habituer à la guerre, c'est là que nous commençons déjà à avoir une autre ampleur de cette guerre. Nous risquons de nous retrouver comme dans une situation de Somalie, dans une situation de l'Iran ou de l'Irak, où à un certain moment, les gens ont commencé, et même en Syrie, à s'habituer à la guerre. Et ça constitue effectivement des jeunes conflictogènes dans une zone aussi longtemps meurtrie comme celle-ci. Et malheureusement, les autorités n'en prennent pas assez de sérieux dans la gestion de cette guerre. Et lorsque vous êtes dans la cité de Saki, qui se retrouve déjà dans les groupements de Kamuronza, dans les territoires de Massissi, nous venons encore d'apprendre ce matin, au travers de nos sources locales, que le M23 tente de faire une incursion dans la province du Sud Kivu. Nous continuons à... Il y a déjà quelques agglomérations qui sont déjà dans les bonnes mains, dans les mauvaises mains de M23. Voilà, donc nous continuerons à contacter nos sources pour nous préciser, bien évidemment, mais au-delà de ça, nous aimerions aussi les précisions des forces armées de la RDC, parce que avec la nouvelle mesure du ministre de la Justice qui a interdit à toute personne, acteur de la société civile, journaliste ou les religieux, à ne pas communiquer autour de ce qui se passe dans la guerre, surtout lorsque c'est en défaveur des FARDC, il risquerait de peine de prison, voire même la peine de mort. Donc pour moi je pense que
Et le droit à l'information, c'est un droit garanti par la Constitution et d'où les autorités habilitées à nous informer doivent nous fournir ces informations-là à travers leur communication pour que nous ne puissions pas continuer à vivre dans la désinformation ou la mésinformation. Pensez-vous que cela, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, cherche à restreindre la liberté de la presse? Non, ce sont des restrictions. Et quand je vois déjà les décisions cosmétiques du ministre Moutamba, moi je me dis c'est aussi en quête d'un certain populisme. Vous savez, aujourd'hui, avec les propagandes sur la guerre du Rwanda, sur la guerre des ADF, et même dans la partie de la province de l'Ituri, moi je pense que les politiques en font maintenant aujourd'hui une campagne de propagande politique. Alors que ce sont les victimes que nous continuons à compter. Il ne faut pas menacer, par exemple, les journalistes qui nous fournissent des informations. Et pourtant, l'organe de communication ou les services de communication de l'armée sont aussi contraints à vivre, à travailler dans un environnement de réserve, de discrétion, où ce ne sont pas toutes les informations, bien entendu, que nous pourrions attendre des autorités militaires le plus souvent. Mais de la part des journalistes, on a quand même le minimum d'informations qui nous permettent de garder une certaine attitude vis-à-vis de la progression de la guerre. Mais dès lors qu'on interdit aux journalistes de ne pas communiquer, pour moi, je pense que c'est une dérive très dictatoriale à combattre. Et lorsque vous êtes dans un pays à vocation démocratique, où nous devons respecter les droits de l'homme, nous devons respecter effectivement tous les principes même de la déontologie des journalistes pour les laisser travailler en toute liberté et toute impartialité pour informer la population. Je réitère ma position, je ne peux jamais et en aucun cas négocier avec les terroristes, y compris les présidents rwandais. Je parle de Paul Kagame, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, qui en a dit, bien évidemment, c'était avant-hier. Parmi ce qu'il a dit, Christopher, qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord en guise d'information? Bon, on l'appelle la guerre médiatique et aussi de coutume, chaque mois de janvier, les présidents de la République de tous les pays, en principe, ils font ce qu'on appelle les discours devant les corps diplomatiques accrédités dans son pays pour essayer un peu de peindre la situation sur les plans politiques, sur les plans sécuritaires, économiques, afin effectivement de les séduire, voir s'ils peuvent bénéficier des différents financements, des investissements, attirer aussi les investisseurs pour qu'ils viennent travailler ou qu'ils viennent beaucoup plus renforcer leur coopération avec les États. Et le discours du président Tshisekedi est arrivé jusqu'à quelques 48 ou 24 heures après celui du président Kagame qui a qualifié le président Tshisekedi de tout ce qu'il pouvait dire. Et en réponse, le président Tshisekedi lui a réservé aussi, en termes de proportionnalité médiatique, il lui a aussi réservé qu'il ne discuterait pas avec les supplétifs du M23 parce qu'effectivement pour lui, le véritable ennemi du Congo, c'est le Rwanda. Et ce ping-pong sur le plan diplomatique, moi je pense que ça n'avantage pas les communautés de tous les deux pays. Parce que le souci, lorsque vous suivez les Congolais de partout, nous avons déjà longtemps perduré dans cette situation de la guerre. Et pour le président de la République, l'heure n'est plus au discours, c'est maintenant l'heure de faire des actions. Comme nous tous, nous savons que c'est le Rwanda le problème. Nous tous, nous savons que nous ne pouvons pas négocier avec le M23. Le monde a déjà compris, les rapports des Nations Unies, de l'Union Européenne et plusieurs organisations des droits de l'homme, des organisations internationales ont déjà prouvé que le Rwanda, effectivement, appuie le M23 et y ajouter même l'Ouganda. Et en face des multiples forces loyalistes, notamment les partenaires de la RDC, de l'autre côté, l'appui de l'agression rwandaise du M23, de l'Ouganda et du Rwanda, c'est-à-dire tout est clair, c'est-à-dire on ne peut plus continuer à faire des discours alors que nous connaissons déjà toutes les réalités. Le moment serait effectivement de lancer les offensives pour que nous puissions décrocher une bonne fois pour toutes une victoire soit militaire, soit politique et diplomatique. Dites-nous ce que vous avez aimé dans ce que le président de la République a dit et ce qui vous a déplu. Bon, moi je pense que nous ne sommes pas dans une série novelas où parler de ce qui m'a plu, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, mais ce que j'attends beaucoup plus, c'est les résultats.
nous voulons qu'il y ait des résultats parce que le président Tshisekedi a déjà prononcé plusieurs discours. Lorsque vous les collectionnez de 2019 jusqu'à aujourd'hui, on a connu plusieurs discours. Je pense pas que celui-ci dépasserait le discours de la moindre escarmouche. Je ne sais pas que si celui-ci dépasserait le discours de pouvoir lancer des mises en garde à Kagame, on pourrait attaquer la ville de Kigali à partir de Goma. Donc celui-ci est venu s'ajouter à de nombreux autres discours qui ont déjà été prononcés par le président de la République jusqu'à ce que la population commence à être fatiguée. Et lorsque vous êtes déjà à bout de la patience pour une population assez meurtrie, là nous risquons de passer à une autre phase qui pourrait avoir des conséquences incalculables. Les Ouazalendo se sont mobilisés, qui sont des jeunes civils, pour défendre leur patrie. Vous avez fait appel à la SADC. Nous avons des Burundais ici. Nous avons des Ougandais dans la partie nord. Nous nous posons la question, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui les FARDC, les institutions congolaises, à pouvoir lancer les offensives pour dédouaner une bonne fois pour toutes les discours mensongers du Rwanda et prouver cela par une victoire militaire sur le terrain. Le processus de Nairobi, pour lequel les M23 s'étaient retirés, nous nous sommes retrouvés au niveau de Luanda en Angola, et où le président Kagame a dit que celui qui bloque, ou celui qui bloquerait le processus de Luanda, ce sont les institutions congolaises, effectivement, parce qu'ils ont refusé de discuter avec les M23, et pour eux, c'est le préalable posé pour discuter avec le gouvernement de Kinshasa, et de l'autre côté, le gouvernement de Kinshasa vous dit qu'il ne discuterait jamais avec les M23, à moins que les militaires que nous avons à notre possession, en fait effectivement de lancer les offensives parce que la population ne va pas continuer à assister à ces jeux de ping-pong, des discours de Kagame, de Tshisekedi, et continue à souffrir, surtout que les M23 continuent à se propager dans la zone. Aujourd'hui, on parle même d'une probable entrée dans les sites Kivu, et quand est-ce que cette série d'aventures va continuer? Monsieur Christopher Mouissa, parlant de cela, dites-nous ce que vous attendez au président de la République. Serait-il mieux de lancer la guerre ou bien de déclarer la guerre contre les Rwandais? Lorsque nous faisons des analyses, nous voyons que tous les processus diplomatiques ont déjà échoué. Moi, je l'ai toujours dit que les 1-23 étaient à Kinshasa pendant 14 mois, ils ne se sont pas entendus. Nous sommes partis au niveau de Nairobi pour discuter, en fait, de les récupérer pour se retrouver dans les processus de démobilisation et de désarmement. Ça n'a pas tenu. Nous nous sommes retrouvés au niveau de Bujumbura pour déclencher le processus de précantonnement d'abord au niveau de Rumangabo et de Kindu après pour qu'ils soient réintégrés. Et tout cela sont des processus effectivement qui prouvent la bonne foi du gouvernement congolais à pouvoir en finir avec cette guerre. Malheureusement, de l'autre côté, nous assistons à des revendications qui n'ont pas de tête ni de quai, parce que lorsqu'on parle des questions des FDLR, le gouvernement avait déjà donné son feu vert par rapport à cette opération de neutralisation des FDLR avec le gouvernement rwandais. On vous parle ici des discriminations de certaines communautés congolaises. Et pourtant, lorsque vous voyez ceux qui sont à la tête du M23, notamment Corneille Nangaa, qui est de Haut-Ouélé, vous avez aussi Bertrand Bisimwa, qui ne font même pas partie de cette communauté, c'est-à-dire ils ne sont pas les porte-parole d'une quelconque communauté marginalisée en RDC. Lorsque vous êtes du côté du Rwanda, on vous parle même d'un certain retraçage des limites de la conférence de Berlin, c'est-à-dire pour eux, ils expriment les velléités expansionnistes du Rwanda pour se dire qu'on avait mal tracé les frontières congolaises et qu'il y aurait certaines terres congolaises qui appartiendraient de droit à la République rwandaise. Et moi, je pense qu'au vu de toutes ces revendications, les gouvernements qui s'étaient succédés ont aussi fait preuve de bonne foi en accordant l'amnistie pour ceux qui avaient pris les armes, d'une part, en réintégrant certains dans le gouvernement, d'autres dans la fonction publique, et curieusement, Kagame se retrouve dans une position d'insatisfaction. Parce que toutes les rébellions qui se sont succédées, ils ont tiré de grandes dividendes, de grands intérêts économiques, jusqu'à propulser le Rwanda à devenir le premier pays producteur de coltan en Afrique. Et pourtant, ils n'ont pas de gisements qui pourraient produire autant de tonnes dans leur espace au niveau du Rwanda. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une position où ces accords qui ont été signés ont été traités de façon naïve pour la communauté internationale et même pour le Rwanda.
et où ils pensent qu'on peut toujours continuer avec cette aventure, on va encore réintégrer les gens dans l'armée, on va négocier, la rébellion va finir. Dans la perspective de préparer 5 prochaines années, on prépare encore une nouvelle rébellion, et ce cycle qui pourrait être interminable, nous pensons que c'est un grand danger pour la République, et nous saluons la position du gouvernement congolais actuellement pour le fait de ne pas accepter de négocier avec les 1-23. Parce que le fait pour nous de négocier avec les 1-23 va reproduire encore de nouveaux accords, ou peut-être en termes d'exécution ou en termes de respect à la lettre de ces accords pourrait poser problème et générer une autre rébellion par la suite. Voilà la crainte que nous avons, mais tout ce que nous entendons effectivement, c'est de mobiliser l'armée avec toute sa force, et les institutions en disent le plus souvent que nous sommes en train de mobiliser beaucoup de moyens au sein des FARDC. C'est-à-dire, quand vous avez mobilisé beaucoup de moyens, il faut absolument recommander aussi les résultats de ces moyens-là pour lesquels vous avez investi au sein de l'armée, et ne plus attendre le processus diplomatique ou politique. Déclarer une guerre avec le Rwanda serait-elle vraiment une des solutions? Pour moi, ce n'est pas la solution, parce qu'on ne peut pas déclarer la guerre avec le Rwanda alors que le Rwanda est déjà chez nous. L'objectif ici, c'est d'abord faire le ratissage du Rwanda, on les ramène dans les limites de ses frontières, et nous maintenant on va évaluer après, parce que la guerre coûte extrêmement cher. Nous voulons faire la guerre. Le Rwanda a toutes les bonnes raisons de faire la guerre au Congo, parce qu'eux, ils viennent chercher les minéraux, ils viennent chercher le bois, ils viennent chercher des terres, ils viennent chercher tout ce qu'ils peuvent vouloir trouver pour renforcer leur économie. Ils viennent parfois faire des détonations d'armes pour que certains animaux quittent nos parcs ici pour se retrouver dans les lairs, en fait effectivement d'attirer les tourismes. Vous voyez. Mais nous devons nous poser la question. D'abord, on gagne la guerre militairement jusqu'à repousser le Rwanda dans la limite de nos frontières. Et puis nous nous posons la question. Nous voulons faire la guerre pour agresser le Rwanda. Mais pour aller y gagner quoi réellement? Parce que la guerre elle est aussi économique. On ne fait pas la guerre une fois pour toutes. Oui, hein? c'est faire respecter, oui, mais quelles sont les visées économiques? Sachez que dans la guerre, nous allons perdre beaucoup de moyens sur le plan économique. Nous allons perdre des hommes qui sont engagés sur les fronts. Nous aurons à enraciner encore le conflit avec les communautés locales au niveau du Rwanda. Et lorsque nous nous posons toutes ces questions, moi personnellement, je me dis, le fait pour nous de nous respecter vis-à-vis du Rwanda, on les bat d'abord ceux qui sont chez nous, on les capture, et ensuite nous fermons des frontières. Lorsqu'il y aura des négociations, c'est de là que le Rwanda brandit à un certain moment la question des réfugiés congolais qui se retrouveraient au Rwanda, et à travers maintenant des mécanismes qui seraient appuyés par la communauté internationale, on fait ce qu'on appelle échange des réfugiés. Et à ce moment-là, nous serons en train, en tout cas, d'assainir la situation bilatérale entre le Rwanda et le Congo, après avoir les infligé effectivement ces respects-là. Parce que vous verrez que même le Burundi, qui a lamentablement bâti le Rwanda, n'avait pas fait les incursions jusqu'à poursuivre effectivement à occuper le Rwanda, tellement qu'ils savent que tous ces deux pays, qui soient le Rwanda et le Burundi, sont des pays pauvres et qui n'ont pas assez de moyens pour faire la guerre. Donc pour nous, moi je pense que nous n'avons rien à envier au Rwanda. C'est le Rwanda qui a beaucoup plus à envier chez nous. Nous devons les discipliner de chez nous et de les repousser chez eux. Et pourquoi pas dans maintenant les cadres pour moi, la proposition que j'ai toujours donnée d'envisager la construction d'une longue muraille entre le Congo et le Rwanda, et pourquoi pas l'Ouganda, en fait que nous puissions nous rassurer maintenant du contrôle effectif de tous les mouvements migratoires qui pourraient se faire entre le Congo et le Rwanda. Pour moi, ça pourrait être l'une des mesures, en tout cas, les plus saluées par la population congolaise, parce que laisser nos frontières tellement poreuses comme ça n'éviterait pas aux Rwandais de continuer à faire les différentes incursions, les agressions et tout consort. Je veux dire, vous n'êtes pas d'accord avec le président de la République qui a dit à la moindre escarmouche, il va devoir déclarer la guerre avec les Rwandais. Mais moi, je ne suis pas de cet avis, parce que le Rwanda, il est déjà chez nous. C'est-à-dire, si nous réussissons à neutraliser ceux qui sont chez nous, c'est-à-dire ça aura effectivement des conséquences directes sur le Rwanda. Sans pour autant être sur leur sol, parce qu'ils sont déjà chez nous. Ils l'ont affirmé à travers les 4e sommets, je crois, au niveau de Luanda, qu'ils auraient plus de 4000 hommes sur place en République démocratique du Congo. Donc si nous réussissons non seulement à neutraliser leur logistique, à récupérer leurs armes,
en termes de butin, à capturer certains de l'air et aussi certains cadavres, parce que dans la guerre, il y a tout ça, et aussi certains cadavres. Nous savons qu'il y a des compatriotes qui sont manipulés, qu'on utilise comme des marionnettes, du genre Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Magloire Paluku et les autres. Ils vont se rétracter soit au Rwanda ou en Ouganda. Et le Congo maintenant devra déclencher les mécanismes au niveau international pour qu'on puisse extrader ces gens-là et les ramener en République démocratique du Congo, en fait qu'ils viennent répondre de leurs actes. C'est-à-dire nous n'avons pas forcément besoin de faire la guerre pour entrer au Rwanda, surtout que la guerre, comme je le disais, elle est plus économique que militaire et politique. Et si, effectivement, nous aurons maintenant toutes les capacités nécessaires, cela reviendra maintenant au président de la République. Est-ce qu'on déclare la guerre contre le Rwanda de façon directe? Parce que jusqu'aujourd'hui, ce que nous faisons, nous subissons les effets de la guerre, tellement que juridiquement, on n'a pas encore déclaré. Mais par des faits, effectivement, nous sommes en pleine guerre parce que nous engageons des moyens, nous payons les militaires, il y a des combats, nous enregistrons des camps de déplacés. Donc, tout cela sont des conséquences, on l'appelle des dommages collatéraux qui, effectivement, proviennent ou qui ont pour cause la guerre. Commençons d'abord par assainir chez nous. Nous avons beaucoup de conflits dans l'Ituri, dans la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu. Plus loin, vous entendez les Mobondo avec dans la province du Kwilu et de Maïndomé là-bas qui sèment terreur et désolation. Nous avons des sérieux problèmes sécuritaires avec le Kuluna à Kinshasa. Donc, le banditisme urbain, donc on n'a pas forcément besoin de commencer à réfléchir sur comment faire la guerre avec le Rwanda. Mais si cela est nécessaire, parce que les guerres pour les États, on fait aussi des guerres de conquête. Qu'est-ce que nous voulons aller conquérir au Rwanda? Peut-être c'est pour y installer un président qui sera acquis à la cause congolaise, comme les États-Unis le font à un certain moment. Ou bien annexer le Rwanda sur notre pays. Annexer, moi je pense que cette question n'est pas du tout à l'ordre du jour. Parce que les États aujourd'hui respectent ce qu'on appelle les principes de non-ingérence. Pour moi, je pense que le Congo pourrait étendre son influence sur la politique rwandaise. En fait, effectivement, lors de nouvelles élections ou à travers un coup d'État, on y impose un homme qui pourrait être à la cause congolaise. Mais pour ça, le Congo doit être puissant d'abord à l'intérieur, en fait d'imposer sa politique au niveau extérieur. Plusieurs politiciens célèbres de la République démocratique du Congo parlent d'annexer, bien évidemment. C'est le populisme. Vous savez, nos politiciens sont à la quête de cette propagande pour chercher comment mentir la population, faire un peu de baise. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils savent ce que la population veut attendre. Bien que c'est irréaliste, mais ils aiment toujours le dire pour essayer un peu d'amuser la galerie, faire un peu de plaisanterie. C'est tout ce qui se passe et moi, je n'apprécie pas cette mauvaise politique. Il n'est pas cette fois-ci politicien, lui c'est un militaire, l'administrateur du territoire des Lubero. Il a maudit le président rwandais Paul Kagame. Vous l'avez suivi. Dites-nous comment est-ce que vous avez analysé ces propos. Non, je l'ai suivi, l'administrateur du territoire qui est engagé dans les fronts nord au niveau de Lubero. Et ce narratif aujourd'hui d'accuser le Rwanda, pour moi, je pense que c'est parfois enfantin. Quand vous prenez la grandeur du Congo et qu'aujourd'hui le Rwanda soit considéré comme l'unité de mesure pour le grand Congo, moi je pense que c'est une humiliation. On ne devrait pas avoir ce narratif, en tout cas nous en tant que des Congolais, de considérer le Rwanda comme une superpuissance, un sujet qui devra toujours faire la une dans les journaux au Congo. Mais nous devons beaucoup plus penser sur comment discipliner le Rwanda une bonne fois pour toutes, parce que nous retrouvons maintenant dans une forme de faire la propagande du Rwanda. Parce que partout où nous passons, même les officiels, la société civile, tout le monde, les militaires, tout le monde parle du Rwanda. J'ai dit que les moyens sont tellement mobilisés, investis dans l'armée, et ces moyens-là ne sont pas là pour faire la prière. Ces moyens, on les a mobilisés pour combattre une bonne fois pour toutes et gagner la guerre sur le plan militaire. Cette question de maudire, de dénoncer, laisser ça à la société civile, aux féticheurs, aux pasteurs et à nous, effectivement, les militants. Les militaires sont engagés au front pour nous remporter la victoire. Les politiques qui sont là pour rechercher et mobiliser tous les moyens nécessaires en fait de les doter au FRDC et faire la diplomatie. Les journalistes, vous êtes là pour communiquer la bonne information, effectivement, à donner à la population. Les humanitaires, que chacun fasse son travail. C'est-à-dire, la question des malédictions et consorts, c'est pour les pasteurs, les féticheurs et
les abbés, les prêtres et toutes les confessions, les responsables des confessions religieuses. Les manifestations de soutien, laissez-nous, la société civile, nous allons nous en occuper. Les marches de soutien pour réclamer la prise en charge des militaires de Ouazalène, nous allons nous en occuper. Les militaires aussi, engagez-vous au combat. Cessez des discours politiques du Rwanda et consorts. Nous sommes déjà en pleine guerre ici. Le président a dit à la moindre escarmouche, n'ajoutez plus de nouvelles déclarations. Vous faites déjà la guerre. Au gouvernement aussi, de développer la politique de communication pendant la guerre. Parce que ça aussi, c'est très important. On ne peut pas interdire aux journalistes de parler sans que nous ayons des éléments de langage à créer une nouvelle armée numérique aujourd'hui, comme c'est la guerre médiatique, dans laquelle nous sommes aussi engagés, qu'on sache quels sont les éléments de langage à parler. Pas forcément en termes de propagande, parce que lorsque nous parlons du Rwanda plusieurs fois, ça contribue aussi à la promotion du Rwanda à travers le monde. Et lorsque vous êtes sur la carte du monde, on voit les grands Congo, et que vous présentez la question du Rwanda comme le pays agresseur, mais on va vous poser la question, le Rwanda n'est considéré comme une petite goutte d'eau dans un océan. Et vous vous dites, comment est-ce que c'est un grand pays peut crier à travers le monde que c'est ce petit pays ici qui est en train de l'agresser en présence de plusieurs forces militaires dont vous disposez aujourd'hui, de la logistique, la MONUSCO, la SADC, l'Ouganda, le Burundi, le Ouazalène. Donc vous avez, aujourd'hui, lorsque vous analysez, numériquement, nous sommes extrêmement supérieurs au M23. Mais qu'est-ce qui nous manque pour ne pas gagner cette guerre? Comment est-ce qu'ils peuvent étendre leur influence dans toute cette zone qui, aujourd'hui, a la superficie plus que le Rwanda? Donc, on se pose de véritables questions en interne avant de commencer à acquiser les autres. Qu'est-ce que nous faisons du Rwanda aujourd'hui que nous dénonçons à travers le monde? Est-ce que nous avons déjà pris, par exemple, les mesures de la fermeture des frontières, rupture des relations diplomatiques? Voilà un peu les premiers mécanismes que nous devons faire en interne avant d'aller les acquiser à l'extérieur. Mais moi, je pense que le Rwanda n'a pas assez de force. Sa force se réside dans la complicité, dans les infiltrations de ceux qui sont à l'intérieur en République démocratique du Congo. Christopher, nous sommes presque à la fin de cette émission. Peut-être la dernière question au cours de cet entretien d'aujourd'hui. Monsieur Christopher, l'administrateur du territoire de Lubero, lui a dit que le problème du Congo, c'est le Rwanda. C'est le vous. Dites-nous, c'est quoi le problème du Congo et quelle est la solution peut prévaloir dans un bref délai? Le Rwanda, effectivement, c'est le problème pour le Congo, mais moi je pense que le Rwanda ne s'y invite pas. Il passe toujours à travers certains mécanismes. On parle ici même des multinationales, de la communauté internationale, mais aussi de certains Congolais qui sont avec nous ici. Parce qu'à chaque fois que des localités tombent, vous suivez des procès. Comment est-ce que les gens, où il y a désarmés devant l'ennemi, on appelle ça fuite devant l'ennemi, ou lorsque vous suivez les dissipations des munitions, lorsque vous suivez des détournements de la ration alimentaire, lorsque vous suivez que les militaires ne sont pas assez payés, toutes ces personnes constituent effectivement une menace pour le Congo. Lorsque les Congolais eux-mêmes détournent leur argent qui devrait être affecté à des différents projets, voilà les sérieux problèmes du Congo. Parce que l'ennemi ne peut pas quitter les États-Unis, arriver jusqu'à Mushaki, arriver jusqu'à Kichanga, sans la complicité interne des Congolais. Le Rwanda ne pourrait pas avoir toute cette influence si le Corneille Nangaa ne serait pas là, si le Bertrand Bisimwa ne serait pas là, le Willy Ngoma, qui se déclarerait être des Congolais, qui se battent pour la révolution citoyenne ou constitutionnelle. Moi, je pense que c'est de là qu'il y a les sérieux problèmes. Qu'est-ce que nous investissons en interne pour éduquer notre population, pour rendre effectivement nos institutions assez fortes, pour que nous puissions avoir des élites qui travaillent effectivement pour le Congo et pour les Congolais. Ici, nous avons plus de profiteurs, des opportunistes et des manipulateurs à la tête de nos institutions qui fragilisent effectivement et qui créent la méfiance entre le gouvernant et le gouverné. Et du coup, au vu de toutes ces inégalités sociales, des injustices, de l'insécurité, les gens se disent, lorsqu'il y a une rébellion, une petite rébellion qui est créée, les gens se déversent là-bas parce qu'ils savent que le jour de la négociation, lorsque vous créez des groupes armés, c'est de là qu'ils vont se retrouver en trouvant effectivement des postes. Donc, si nous commençons d'abord à décourager les actes d'inégalité sociale dans notre pays et que les ressources soient réparties de façon équitable, qu'il n'y ait pas ces paradoxes entre les salaires des médecins, les salaires des enseignants, les salaires des militaires, des jeunes entrepreneurs qui se recherchent, on met à leur disposition une enveloppe effectivement d'exonération ou bien de subventions.
Contrairement aux députés qui s'accaparent presque toutes les institutions politiques. Ici, on ne connaît même pas les salaires du président de la République, dont lui-même il s'est dit qu'il ne connaissait pas son salaire. Non, il ne connaît pas. Les ministres qui reçoivent beaucoup d'argent, environ 40, 50 000 dollars le mois. Vous avez des députés qui se disputent autour de 33 000 et toujours nous sommes dans des suppositions. Donc, ces inégalités sociales, lorsque vous prenez les injustices avec des spoliations de certains parcelles de pauvres citoyens, les spoliations des parcelles de l'État, les impunités parfois lorsque des jeunes créent leurs petites activités génératrices de revenus, ils sont bombardés de multiples taxes et des impôts, tout cela, ça décourage. Et lorsque vous avez des couloirs de création de groupes armés, des rébellions où on les promet certaines choses que l'État n'a pas si garantir à ses citoyens, c'est de là que nous enregistrons malheureusement toutes ces situations qui effectivement n'honorent pas l'État, parce qu'en réalité, un véritable patriote ne peut jamais rejoindre une rébellion, ne peut jamais prendre les armes contre son pays. Merci beaucoup Christopher Mouissa. Je considère cela comme votre conclusion, si vous le permettez. Mais si vous avez un mot pour nous dire bye-bye pour cet entretien, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup, mais ça, ce n'est que la partie remise parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Malheureusement, les temps, c'est le temps pour les médias et nous devons les respecter. Tout ce que j'ai dit, c'est de vous remercier pour le grand travail que vous faites, remercier le peuple congolais qui ne cesse de nous encourager, mais aussi, ce que je recommanderais à la population congolaise, c'est de quitter la zone de distraction. Nous devons quitter aussi l'esprit de fanatisme. Nous n'avons pas voté des députés par amour, nous les avons votés pour qu'ils puissent exercer loyalement et fidèlement leurs fonctions en faveur et au profit de la population congolaise. Pourquoi lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, nous commençons maintenant à les amadouer et pensant effectivement que ce qu'ils font pour nous, c'est sous forme d'une faveur, c'est sous forme de dons. Non, c'est un droit et nous devons avoir le courage, malgré que nous aimons nos autorités, nous devons avoir le courage de dénoncer, de les remettre à leur place, mais aussi d'essayer un peu de répartir des responsabilités. Lorsqu'il y a ceux-là qui ne sont pas capables d'assumer loyalement leurs fonctions et leurs responsabilités, il faut carrément recommander leur démission. Il faut aussi se battre pour que le respect des droits de l'homme et la répartition équitable de toutes les ressources qui nous régissent en tant qu'État, parce qu'il n'y a aucune catégorie de citoyens qui a le monopole absolu d'exercice et de la jouissance du pouvoir. Nous tous, nous devons participer activement à la construction et à la reconstruction de notre pays. Christopher, merci d'être venu. Et je crois que vous êtes habituel de ces plateaux. Ça sera un grand honneur de vous recevoir prochainement. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. C'est par ici que nous tirons les rideaux de cette production d'aujourd'hui. Grand a été notre honneur de vous savoir nombreux en train de nous regarder à travers le monde. Merci à vous, Monsieur le DG Thomas, de nous avoir réalisé. Merci également à vous tous et vous toutes qui êtes venus suivre cette émission en direct. À tous et à chacun, travaillons toujours au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. Au revoir. Merci.